Nous sommes le lundi 18 août. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Très content de vous retrouver ce matin, officiellement le début de la saison sur les ondes d'ici première. Vous allez retrouver donc tout au long de la journée vos animateurs, vos animatrices, quelques petits changements dans la programmation. Vous allez pouvoir découvrir ça tout au long de la journée. Ça me ferait vraiment plaisir d'être de retour à la barre d'À la Une et des radios-journaux du matin pour une 4e saison. Avec moi, vous allez l'entendre tout au long de la saison. Les collaborateurs sont de retour. Donc, notre mission, évidemment, vous donner les dernières nouvelles, les derniers développements dans l'actualité sportive, les détails météo, la revue de presse également pour bien débuter votre journée. Vraiment très heureux de vous retrouver après des vacances qui ont fait le plus grand bien, des vacances sous le signe de la chaleur. Il a fait chaud dans plusieurs régions du pays tout au long de l'été, mais ce matin, attention, ça a vraiment des airs de rentrée, genre presque l'automne. C'est frais à l'extérieur. J'en profite pour saluer Véronique Mirand qui est de retour avec moi. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Content de vous retrouver ce matin et effectivement, c'est une journée qui s'annonce assez fraîche si on compare à ce qu'on a connu en tout cas dans les dernières semaines. Quel été. On est en voie de se tailler une place là, dans le top 5 des étés avec le plus de journées où on a atteint le seuil des 30 degrés. On a eu 3 fois plus de journées avec des humidex à 40 que la normale et vraiment au-dessus de la moyenne, là, côté température. Très, très sec aussi. On a eu un peu de pluie hier, quand même bienvenue pour la plupart des régions. Oui. Et là, vous l'avez dit ce matin, le saut qu'on fait, c'est la fraîcheur nocturne. On n'avait pas eu beaucoup de nuits fraîches non plus. Alors, une douzaine de degrés à peine à Montréal, mais je regardais en périphérie, l'Estrie, secteur des Laurentides, Québec, 5, 6, 7. Non, c'est froid. Là. Hein? C'est pas Préparez-vous gros, en ça. sortant ce matin. Sur les doigts d'une main, les degrés ce matin par endroit. Mais par contre, on commence ça avec quoi? Avec du soleil. Alors, tu sais, une super journée quand même. Est-ce qu'on fait le tour? Faisons le tour des prévisions un peu partout pour savoir ce qui nous attend aujourd'hui dans Cayette. 19 à 22 degrés, OK. sous un soleil dominant, vraiment du temps très agréable. Ça va s'ennuager un petit peu plus la nuit prochaine. Les minimums vont varier entre 10 et 13 là, pour le sud du Québec. Demain, c'est sûr que ce sera un peu plus nébuleux, mais c'est pas une mauvaise journée. C'est simplement que les températures hésitent un peu. 20, 23 degrés, un ciel plutôt nuageux avec éclaircies. C'est mercredi là, qui sera la journée la plus tendance automne avec un ciel assez gris, quelques petites averses dispersées et on aura peine à toucher la barre des 20 degrés. Mais n'ayez crainte, c'est pas parce que c'est la rentrée que l'été est complètement terminé. Non. À partir de jeudi, ça va remonter ces températures-là. On aura à nouveau du 24 à 26 degrés. Donc, c'est pas fini. La semaine prochaine, aussi, la fin de semaine prochaine aussi, on pourrait retoucher la barre des 30. Alors, hein, c'est encore l'été. Ce n'est que passager. D'ici là, ce l'est également pour l'Abitibi, le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Soleil et fraîcheur aujourd'hui. 18-20 degrés, ça s'ennuagera au cours de la nuit prochaine. Pour ce qui est de l'Ontario, on a des températures de l'ordre de 23-25 degrés. Toronto, Windsor, 22 à Ottawa, 21 vers le centre de la province. Un petit peu de pluie vers Thunder Bay, mais sinon, partout ailleurs, c'est un soleil qui est assez dominant. Et dans l'ouest, on a des nuages, oui, à Vancouver, autour de 22 degrés, mais des températures quand même assez élevées dans les prairies. Regina, Winnipeg, là, autour de 29 pour aujourd'hui, avec un ciel en mélange soleil-nuage du côté de Regina. Ça se dégagera cet après-midi à Winnipeg. L'air est assez humide également, avec quelques averses et orages possibles vers Edmonton et Calgary. 23-24 degrés en après-midi. Alors, dans l'ensemble, des conditions qui ne sont pas peut-être très, très élevées en termes de degrés ce matin, mais qui iront en s'adoucissant au fur et à mesure qu'on avance dans la semaine. Excellent. Alors, sachez-le en quittant la maison, habillez-vous peut-être un peu plus chaudement. Ça prend une petite laine ce matin. Véronique, merci. Très contente de vous retrouver. Un plaisir. En cette rentrée, un peu de fébrilité, effectivement, en studio, parce que c'est une journée de rentrée. On dirait qu'on a des... faut se dérouiller un peu. Hein? Il faut prendre nos habitudes. Oui, c'est ça. Exactement. Et on va revenir ensemble également ce qui marque l'actualité. Ça va être une grosse journée en termes d'actualité. D'abord, il y a cette rencontre à la Maison-Blanche entre le président
président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il y a des alliés également qui vont l'accompagner dans ce voyage et le président américain Donald Trump. On va aussi revenir à l'émission tout à l'heure sur Air Canada. Vous savez que les vols devaient décoller hier. Finalement, le syndicat a décidé non, on ne va pas rentrer au travail. Donc, il y a encore des passagers coincés ce matin. Ça risque d'être difficile dans plusieurs aéroports. Puis aujourd'hui, ce qui risque de marquer l'actualité, il y a cette élection en Alberta où une circonscription de Battle River Crowfoot où Pierre Poilievre, le chef conservateur, se présente pour être élu donc dès ce soir. Et la commission Galant qui reprend à Québec sur le fiasco, ça clique. Donc, vous voyez, ça va nous faire une journée pas mal occupée en termes d'actualité. Pour cette rentrée, ça tombe bien. Ça nous donne de la matière à vous raconter, des histoires importantes à suivre. Mais avant de parler de tout ça, on va faire un petit tour du côté des sports. C'est relevé par Muller. Ça mène. C'est C'est Olivier Pellerin que je retrouve au sport. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Très heureux de vous retrouver ce matin. Content de vous retrouver aussi. Oui, ce qu'on entendait, c'était ce tournoi de volleyball féminin, le Beach Pro Tour, donc du volleyball de plage. Ça se déroulait étrangement peut-être à prime abord sur le circuit Gilles Villeneuve, qu'on avait quand même aménagé, qui était une étape importante du circuit mondial. Oui, effectivement, c'est le circuit mondial de volleyball de plage qui s'est arrêté à Montréal cette fin de semaine avec en tête d'affiche Brandy Wilkerson et Melissa Oumana Paredes. Vous avez probablement entendu ces noms-là l'été dernier lors des Jeux olympiques à Paris. Elles avaient remporté la médaille d'argent lors de ces Jeux olympiques. Elles se présentaient à Montréal pour le tournoi cette année comme championne en titre. Le tournoi s'était tenu pour la première fois en 2023. Il avait dû être annulé en 2024 et là, de retour cette année. Et elles étaient là pour défendre leur titre. Et elles l'ont fait avec brio hier. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir des images de ces matchs tout au cours de la semaine et du week-end. La fête était prise vraiment au circuit Gilles Villeneuve. Les gens ont adopté, on dirait, l'événement. Il semble y avoir... En fait, il y a une forte communauté de volleyball et ils se sont appropriés aussi cet événement-là. On l'a vu au cours du week-end et on l'a vu lors de cette finale face à la paire allemande de Svenja Müller et Cynthia Thielmann. Une victoire donc pour les Canadiennes qui défendent leur titre. Elles ont dit d'ailleurs, Melissa Oumana Paredes disait que lorsque l'événement montréalais a été ajouté au calendrier, c'était le petit X sur le calendrier pour cette préparation pour cette année. Là. C'était le tournoi où elles voulaient briller et elles l'ont fait justement de très belle façon. On peut d'ailleurs écouter les commentaires de Brandy Wilkerson qui parle du match justement face à ces Allemandes, mais aussi de ce tournoi et de la foule qui a été très présente et très importante. Ouais, tu expectes ça, ils sont une équipe très forte, c'est un final, alors tout possible peut passer. Alors on a gardé proche de nous sur nos objectifs et je crois que tu as besoin de gagner un petit plus de l'autre et on a cette foule ici à nous aider, alors je crois que c'est la petite pousse qu'on a besoin. Ah oui, c'est sûr. La foule vient toujours aider. Le fameux petit plus. Oui. Et au cours du week-end, je pense qu'il y a certaines paires étrangères, donc internationales, qui ont été surprises peut-être par le soutien que les Canadiennes ont obtenu ou ont reçu lors de ce tournoi. Donc vraiment, là, un bel événement qui s'est bien bouclé avec cette victoire des Canadiennes. Parlons de tennis. La Canadienne Gabriela Dabrowski qui a mis la main sur le titre en double au tournoi de Cincinnati. Avec sa partenaire Erin Routliffe, une victoire en 2 manches de 6-4, 6-3 face à la Japonaise Guo Hanyu et Alexandra Panova. Une belle victoire pour la Canadienne, justement, dans ce tournoi en double. C'est ce tournoi de Cincinnati qui se déroule présentement. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé l'horaire, ont peut-être trouvé étrange de voir les 2 finales en simple qui se dérouleront aujourd'hui, tant les finales chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, on retrouvera ce fameux duel Yannick Sinner-Carlos Alcaraz qui nous a tant tenus sur le bout de notre chaise depuis le début de la saison. Il y a eu ces 2 duels en tournoi majeur, donc à Roland-Garros, remporté par Carlos Alcaraz, puis ensuite Yannick Sinner qui avait, lui, obtenu la victoire à Wimbledon. Donc, on se retrouve là pour cette finale à Cincinnati. Malheureusement, pour ceux qui étaient du côté de Toronto pour l'Omnium Banque Nationale, les 2 joueurs avaient fait l'impasse sur l'événement. Donc, ils étaient de retour au jeu à Cincinnati. Et là, ça promet pour cette finale. Et même chose chez les femmes aussi, on retrouvera Iga Swiatek qui en est une 3e finale cette saison à Cincinnati. Elle affrontera l'Italienne Jasmine Paolini. Donc, aussi une très, très belle finale du côté des femmes. Donc, on aura beaucoup de tennis à se mettre sous la dent. Mais félicitations à Gabriela Dabrowski qui a pu aller chercher ce titre en double. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée, bonne saison. À vous aussi.
un sujet qui va retenir l'attention aujourd'hui, cette rencontre à la Maison-Blanche entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump. Il faut dire que Volodymyr Zelensky sera accompagné d'alliés, de dirigeants européens. Le président Trump qui demande à l'Ukraine d'accepter certaines concessions après ce sommet Trump-Poutine en Alaska vendredi dernier, qui, je vous le rappelle, n'a pas permis d'en arriver à un cessez-le-feu. C'est Élise Jeté qui est avec moi en studio pour nous parler de ça. Bonjour Élise. Bonjour Mathieu. Alors Volodymyr Zelensky est arrivé hier soir à Washington. Oui, et ce qu'il a dit à son arrivée, c'est essentiellement que l'Ukraine partage le profond désir nommé par Donald Trump de mettre fin à la guerre rapidement, mais il a dit que la paix devait être durable. Et juste avant son arrivée en sol américain, il y a eu de nouvelles frappes russes meurtrières sur plusieurs villes en Ukraine, ce qui alourdit un peu le contexte dans lequel Volodymyr Zelensky arrive à cette rencontre-là. C'est la première réunion de ce genre-là aussi à la Maison-Blanche depuis le début de l'invasion russe en février 2022, il y a 3 ans et demi. Maintenant, ce qui va être abordé aujourd'hui, d'abord les possibles concessions territoriales qui peuvent y avoir lieu et la fourniture de garanties de sécurité pour mettre fin au conflit. Et on doit le dire, c'est maintenant considéré comme le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faudra voir le ton de cette rencontre. On se souvient que la dernière fois que Volodymyr Zelensky s'est présenté dans le bureau ovale à la Maison-Blanche, ça s'était pas très, très bien passé. Une rencontre aussi qui arrive après ce tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi dernier en Alaska. Oui, rencontre qui, vous le disiez, n'a pas permis d'arriver à un cessez-le-feu vendredi. Ces derniers mois, Donald Trump a montré des signes de frustration à l'égard de Vladimir Poutine, mais vendredi, son accueil en Alaska était pourtant très chaleureux. Il a littéralement déroulé le tapis rouge à Vladimir Poutine. Maintenant, il ne cache pas qu'il attend de Kiev l'acceptation des concessions territoriales qui ont toujours jusqu'ici été rejetées par Volodymyr Zelensky, il faut le rappeler ça aussi. Et sur son réseau Truth Social, le président américain a dit que le sort de l'Ukraine était entre les mains du président ukrainien et qu'il pouvait donc mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le voulait. Donald Trump a écrit « Il peut continuer à combattre ou il peut renoncer à certaines exigences ». Et là, en ce qui a trait aux exigences en question, ce que Donald Trump veut dire, c'est que, 1, il faudrait que Kiev renonce à récupérer le contrôle de la Crimée qui a été annexée par Moscou en 2014. Et il faudrait aussi que l'Ukraine renonce à entrer dans l'OTAN. Maintenant, Donald Trump s'est aussi félicité pour la rencontre qui va avoir lieu aujourd'hui. Il a dit qu'il n'y a jamais eu autant de dirigeants européens en même temps à la Maison-Blanche. Bon, justement, je le disais, Volodymyr Zelensky, il sera accompagné d'alliés. Qui sera précisément à la Maison-Blanche aujourd'hui? Le chancelier allemand Friedrich Merz, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le premier ministre britannique Keir Starmer, le président finlandais Alexander Stubb, le chef de l'OTAN Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président français Emmanuel Macron, une grosse délégation donc qui accompagne le président ukrainien. Je vous laisse entendre les intentions d'Emmanuel Macron. L'objectif qui est le nôtre est simple. Le premier, c'est de rappeler ce qui unit l'Ukraine, les Européens, les États-Unis d'Amérique. Nous voulons la paix. Une paix robuste, durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international, qui est précédée par la restitution des prisonniers, des enfants, et qui permet de s'installer dans la durée, c'est-à-dire qui respecte la souveraineté, l'intégrité territoriale de tous les pays. C'est la responsabilité des membres permanents du Conseil de sécurité, dont sont les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France, et c'est ce que nous irons réitérer. Il n'y a qu'un agresseur, la Russie, et il n'y a aujourd'hui que, au fond, un État qui propose une paix qui serait une capitulation, qui est la Russie. Donc, il y a l'ancienne diplomate canadienne Louise Blais qui s'est prononcée sur les résultats possibles de cette rencontre. Elle croit que Donald Trump veut une issue rapide au conflit. Selon elle, il accueille favorablement la présence des Européens dans la rencontre. Je vous laisse l'entendre. Il faut se rappeler, il veut une issue rapide au conflit. Il veut que la paix le plus rapidement possible, le président Trump. Alors, pour lui, il voit probablement ça d'un bon œil de pouvoir parler à l'Europe en même temps. Il l'a dit depuis le début. Il l'a dit la semaine dernière, l'Europe a sa place dans les discussions et il voit peut-être ça de son côté comme une étape qui sera franchie demain. Donc, je vous rappelle, Mathieu, le président ukrainien va s'entretenir d'abord en tête-à-tête avec Donald Trump à partir de 13h et les dirigeants européens vont se joindre à eux ensuite. Merci beaucoup, Élise. Merci à vous.
On va maintenant se rendre en direct de nos studios d'Ottawa pour la revue de presse. C'est Nicolas Pelletier qui est là ce matin. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Mathieu. Alors, on va revenir sur, et il y a des questions dans les quotidiens ce matin, cette élection partielle qui a lieu aujourd'hui en Alberta. Dans la circonscription de Battle River, Crowfoot, un château fort conservateur qui a été délaissé par le précédent député conservateur pour que son chef Pierre Poilievre puisse s'y présenter, lui qui avait été défait dans sa circonscription ontarienne de Carleton. Pour vous donner une idée du portrait de la circonscription de 2005 à 2025, les candidats conservateurs ont toujours obtenu au moins 80 des suffrages exprimés dans cette circonscription rurale de l'Alberta. Bon, à une exception près, Mathieu, mais c'était quand même 71 des voix qui avaient été vers les conservateurs. Donc, Pierre Poilievre est donné favori, mais fait à noter, il doit affronter un record de 213 candidats. Donc, je lisais un petit peu à gauche et à droite ce matin qu'Élections Canada a choisi pour la première fois, depuis le début de la Confédération quand même, d'imprimer un bulletin qui ne comptera aucun nom. Alors, on doit écrire le nom et s'il y a une erreur, c'est pas grave tant que l'intention était claire sur le bulletin de vote. Oui, les gens vont avoir la liste des noms quand même pour être capable de voir pour qui ils doivent voter, mais il faut effectivement écrire le nom de la personne pour qui on vote, contrairement au X d'habitude. Exact. Au Québec, reprise la commission Galland, ça c'est sur le fiasco Saclic, et on va entendre d'anciens ministres, notamment dans les prochaines heures. Et on dit que leurs témoignages sont très attendus, entre autres celle de la ministre Geneviève Guilbeault et du ministre François Bonnardel. C'est le Journal de Montréal qui titre ça. Tous deux vont être questionnés à titre de ministre des Transports. Ils ont tous deux affirmé vouloir collaborer et leur version des faits sera d'autant plus signifiante parce que le journal rapportait vendredi que plus d'une centaine de rencontres se sont tenues de 2019 à 2025 entre de nombreux ministres, sous-ministres et conseillers au sujet de Saclic, ce qui a poussé les partis de l'opposition à estimer que le gouvernement était au courant des dépassements de coûts faramineux dans le dossier. Radio-Canada rappelle que la commission va entendre d'abord deux anciens ministres des Transports, mais cette fois sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard, soit Laurent Lessard et André Fortin. En une du National Post, il est question d'un long reportage sur une nouvelle ruée vers l'or menée par la Chine. Oui, mais à travers des réseaux miniers illégaux, qualifiés de mafia minière à la une du quotidien anglophone, et majoritairement dirigés par des investisseurs chinois, ces réseaux-là, qui exploitent intensivement l'or dans des régions reculées de pays du Sud. Celui qui est pris en exemple dans le reportage ce matin vient de célébrer d'ailleurs hier son 80e anniversaire d'indépendance, l'Indonésie. Et une nouvelle ruée vers l'or qui se fait au mépris des lois locales, de l'environnement, des droits des populations. Derrière les mafias minières, la stratégie de Pékin de diversifier ses réserves face au dollar américain, utilisant l'or comme une alternative et pour renforcer sa position économique mondiale. La Chine nie toute responsabilité via des canaux officiels, mais selon le reportage, il y a des preuves accablantes qui montrent qu'il y a beaucoup de ses ressortissants qui sont impliqués dans ce commerce estimé à 30 milliards de dollars américains. Et puis, en une du site de Radio-Canada, il est question d'un tournant dans une importante affaire de fraude artistique au Canada. C'est en lien avec l'artiste autochtone Norval Morisseau. Exactement. Probablement la plus grande affaire de fraude artistique au Canada et une des plus grandes au monde. C'est une figure, Norval Morisseau, majeure de l'art autochtone au Canada. On parle de milliers de faux tableaux en circulation, de quoi entacher aussi son héritage artistique, mais il y a des documents judiciaires qui jettent un nouvel éclairage sur l'implication potentielle de ceux qui se disent pourtant être les victimes de cette fraude, les enfants de Norval Morisseau. Alors, selon une poursuite, ils auraient promu l'authenticité d'œuvres pour s'enrichir, mais c'est en fait toute la succession qui se trouve aujourd'hui dans la ligne de mire d'une poursuite en diffamation, entre autres le gestionnaire qui, lui, était accusé du contraire, de discréditer l'authenticité de certaines œuvres pour mieux les ramener dans sa collection personnelle. La succession nie catégoriquement ces allégations qui, Radio-Canada le rappelle, n'ont d'ailleurs toujours pas été prouvées devant les tribunaux. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie. Bonne journée. Oui, c'est une fin d'été, ou en tout cas un retour de vacances, ou peut-être même un départ de vacances, dans certains cas bien difficile pour ceux qui ont choisi de s'envoler sur les ailes d'Air Canada en raison de ce conflit. Tous les vols d'Air Canada sont annulés depuis hier en raison de cette grève du syndicat des agents de bord. Je rappelle, il y a eu grève, un lock-out ensuite de décrété par l'entreprise, intervention de la ministre pour finalement que les gens retournent au travail, mais finalement, hier, le syndicat a dit non, pas de retour au travail. Les avions sont restés cloués au
sol. Emma Guerrero-Dufour est avec nous. Elle suit ce dossier. Bonjour, Emma. Bonjour, Mathieu. Alors, une autre journée compliquée qui s'annonce dans bien des aéroports, notamment ici au pays, et pour ceux qui ont choisi de voler avec Air Canada. C'est ça, c'est ce qui se dessine. Air Canada espère reprendre ses opérations ce soir, mais rien n'est moins certain pour l'instant. Hier, le Conseil canadien des relations industrielles a ordonné aux 10 000 agents de bord, membres du syndicat canadien de la fonction publique, de retourner au travail au plus tard à 14 heures. Mais le syndicat a rejeté cette ordonnance-là et a poursuivi la grève malgré les risques de sanctions et d'amendes quand même. Oui, c'est ça. Donc, il y a... à quoi s'expose le syndicat? On parle d'amende maximale de 1 000 $ par jour d'infraction pour les employés et de 10 000 $ par jour d'infraction pour le syndicat. C'est pas rien, mais c'est pas assez pour freiner le syndicat. On va écouter justement le président de la division québécoise du syndicat canadien de la fonction publique, Patrick Gloutenay. Même pas 8 heures de grève. La ministre du Travail a décidé d'utiliser l'article 107 du Code du travail, qui est malheureusement rendu une façon de faire pour le gouvernement libéral. Puis on comprend pas pourquoi. L'article était là depuis 1985. Je crois que le Code canadien du travail a été instauré. Et depuis que les libéraux sont au pouvoir, je pense que c'est la 4e ou 5e fois. Vous avez vu le président des Teamsters qui est avec nous aujourd'hui au Canada. Ces cheminots ont été victimes de ça. Nos débardeurs ont été victimes de ça. Donc là, c'est assez. Et, on va aller de l'avant et on va défendre nos travailleurs coûte que coûte. Le syndicaliste dénonce donc la décision prise par la ministre fédérale de l'Emploi, Patty Hajdu, samedi soir, d'imposer un arbitrage exécutoire sur les deux parties. On l'a entendu, Ottawa a usé de cette stratégie plusieurs fois depuis 1 an environ. Et certains observateurs ont fait remarquer que ces dernières semaines plutôt, ils ne l'avaient pas fait lors de la grève des pilotes d'Air Canada. Pourtant, on le fait ici pour les agents de bord. Donc, le syndicat a contesté la décision de la ministre. Il la juge inconstitutionnelle. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'un syndicat ose défier cet ordre-là qui avait aussi été donné par Ottawa lors de la grève OCN. Donc, on s'entend, il risque d'y avoir des conséquences si les tribunaux donnent raison aux syndicats. Quelles seraient les conséquences, en fait? Je vais laisser l'avocat en droit du travail, Marc Boudreau, nous expliquer un peu ce qui pourrait arriver. Si on a gain de cause en bout de ligne, c'est comme si on contestait un billet de contravention qu'on croit être illégal. Si le syndicat a raison et que les tribunaux arrivent à la conclusion que la décision de la ministre est inconstitutionnelle, les amendes vont tomber par le fait même. Mais c'est un processus qui va être long. Oui, c'est un processus qui pourrait s'échelonner sur des années. En attendant de déterminer qui a raison, ce sont les voyageurs canadiens et étrangers qui voyagent avec Air Canada qui sont un peu mal pris. Vous le disiez, tous ces vols annulés et certains ont dû débourser de leur poche pour racheter de nouveaux billets avec d'autres compagnies. S'ils avaient à se rendre en urgence quelque part, par exemple, les touristes qui sont coincés au Canada doivent aussi payer de l'hébergement supplémentaire, sans compter les repas. Bref, ça pourrait s'annoncer encore plus coûteux pour Air Canada vu le nombre de passagers touchés et le service qui semble pas être au rendez-vous en ce moment pour les aider. Donc, ça ne serait pas surprenant qu'un recours collectif soit enclenché contre la compagnie aérienne. Oui, et vous surveillerez ça pour nous ce matin à Montréal-Trudeau parce qu'il y aura encore des conséquences ce matin. Emma, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà pour cette première édition de cette nouvelle saison d'À la Une. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver ce matin. On va remettre ça demain. D'ici là, évidemment, il y aura toute la journée qui va passer. Plusieurs choses à surveiller. On vous en parlait dans l'actualité. Et vos équipes du matin respectives prennent le relais dans les prochaines secondes. Bon début de semaine.